lendemain de la Saint-Sylvestre 2016 et du Nouvel An 2017 en Côte d'Ivoire, le service reprend timidement dans l'administration. Comment relancer le théâtre ivoirien? Le programme national de relance du théâtre propose quelques pistes de solutions. Enfin, 2 janvier 2009, l'armée sri-lankaise porte un coup fatal au tigre tamoul. C'est la guerre civile du Sri Lanka. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Dur de reprendre le travail après les célébrations de fin d'année. Dans le district d'Abidjan, les rues sont aujourd'hui quasiment désertes et certains bureaux fermés. Est-ce la fatigue d'après-fête ou alors les déplacements temporaires de certains agents? La réponse avec Sita Soro. Lundi 2 janvier 2017, lendemain du Nouvel An, est jour ouvrable. Un communiqué officiel l'avait annoncé. Mais ce lundi, il est 8h30. Les rues sont vides et s'apparentent à un jour férié. Le trafic, habituellement très dense, surtout au niveau du boulevard Lagunaire, présente aujourd'hui un tout autre décor. Dans l'administration, les bureaux sont à moitié occupés s'ils ne sont pas vides. Je suis ici pour un rendez-vous de dossier, mais j'entends pour l'instant, le monsieur en question même n'est pas encore arrivé. Les lendemains de fête étant synonyme de fatigue et bien d'autres, certains y trouvent un prétexte pour ne pas se rendre au travail. La reprise est un peu timide, certainement qu'il y a beaucoup qui ont voyagé. Sinon, tout le monde sait que lundi n'est pas férié. Peut-être la fatigue, voilà pourquoi ils sont restés chez eux à la maison, qu'ils viennent au boulot. Après la fête, c'est vrai qu'on est beaucoup fatigués, mais que chacun quand même occupe son poste tranquillement. Et puis voilà, la vie continue après la fête. Par contre, le courage et la force, les autres les ont. Ils sont à leurs différents services, fiers de travailler. C'est le cas au ministère chargé de l'économie et des finances. Tout le monde a son poste et comme tous les lundis, c'est la réunion de cabinet. Le ministre lui-même est présent pour donner l'exemple. Nous avons fêté hier, mais comme aujourd'hui le devoir nous appelle, nous sommes là, à nos postes. Nous sommes 4 secrétaires. Les 4 secrétaires sont là. Nous disons que les fêtes, d'accord, mais le travail aussi, parce que c'est le travail qui soutient les fêtes aussi. Puisque le président a dit que aujourd'hui, lundi, ce n'est pas férié, donc tout le monde doit être au travail. C'est pour ça qu'il a décidé de venir aujourd'hui. En attendant, Abidjan sort peu à peu de son sommeil après 2 jours de fête, espérant que demain, tous les services reprennent effectivement leurs activités. Un tout autre sujet à présent, la nouvelle vie d'anciens pirates informatiques. Ils sont aujourd'hui repentis, reconvertis et se consacrent désormais à la sécurité. Ces anciens pirates informatiques ont animé récemment une conférence dans la commune de Cocody. Au menu, la cybercriminalité. Lancer un appel aux jeunes de Côte d'Ivoire pour se former et travailler positivement. C'est l'objectif que veut atteindre l'Association internationale de recherche en sécurité informatique, ISRA. L'ISRA est une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Elle est composée d'anciens pirates informatiques communément appelés hackers. Security Day, c'est un événement qui est organisé depuis l'année 2011. C'est un événement qui fait de la sensibilisation sur les problèmes de sécurité informatique, les problèmes de cybercriminalité, en mettant en scène ceux qui sont les premiers acteurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle généralement des hackers ou des cybercriminels. C'est eux-mêmes qui viennent présenter les technologies qu'ils utilisent, qui viennent présenter leurs secrets, qui viennent présenter tout ce qu'ils font. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a félicité et encouragé cette initiative. Pour lui, la cybercriminalité n'est pas une option et la Côte d'Ivoire est suffisamment dotée de moyens pour neutraliser toute personne s'adonnant à cette pratique. Le dispositif est pratiquement infaillible. Et nous sommes les premiers à regretter que de plus en plus de jeunes, malheureusement, ne le comprennent pas et tombent dans les pièges. Ce dispositif, aujourd'hui, c'est les textes réglementaires qui ont été pris, mais c'est également les structures qui ont été mises en place, avec la PLCC d'une part, la DITT, le CICERT. Toutes ces structures collaborent et toutes ces structures collaborent avec les structures de transfert d'argent. Nous apprécions le fait qu'ils s'inscrivent désormais dans une posture positive. Security Days a été initié en 2011 en vue d'aider la population à s'outiller contre l'arnaque. Les initiateurs de cette plateforme entendent également œuvrer à la sensibilisation et à la formation des hackers en vue d'une reconversion totale.
C'était un reportage de Astou Touré. Au chapitre culture, les stratégies de relance du théâtre ivoirien. Cet art est malheureusement en perte de vitesse. Il faut donc un travail de promotion et de valorisation du genre dramatique en Côte d'Ivoire. Et c'est l'objectif du programme national de relance du théâtre. Les explications de Franck Quadio. Le temps monte dans le rouge. R.M. Kono ou En attendant le bonheur, une pièce de Diego Bailly mise en scène par Sidjiri Bakaba. Des acteurs sur scène, sur les écrans ou en salle, ce type de spectacle, le théâtre, se fait de plus en plus rare. Bon, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, le théâtre, on ne voit pas tout. Maintenant, le théâtre n'est pas trop présenté à la télévision. On voit particulièrement les films, les comédiens. C'est que le théâtre, dans son essence même, semble-t-il, n'attire plus. Car Daniel est un acteur de série télé bien connu. Sa base, ce sont les planches, mais il comprend les raisons de la désaffection du public ou encore de la faible production théâtrale. Le manque de salles, de spectacles, mais surtout les nouveaux médias. Dans les quartiers, dans toutes les communes, il y avait des troupes de théâtre. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de la vidéo, de la télévision, des téléfilms. Et il a disparu du milieu des activités culturelles et artistiques en Côte d'Ivoire parce qu'il est délicat, le théâtre. Il ne se joue pas n'importe où. Il faut une salle, il faut une commodité. Apprendre à son test. Le travail de diction, le contrôle du souffle, pas évident. Pour moi, le théâtre, c'est la mère de tous les arts, quoi. Et c'est la mère, même on peut dire, du cinéma, parce qu'au théâtre, on apprend tout. Des férus de théâtre et passionnés, il y en a qui, dans l'ombre, abattent un travail de fourmi. Mais que de difficultés. Compliqué. Le premier problème ici en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est que les gens ne s'intéressent pas véritablement au théâtre. Nous créons parce que nous avons la passion du travail, nous aimons ce que nous faisons comme métier, mais il faut dire que l'État ou encore le ministère de la Culture peut encore faire beaucoup d'efforts sur ce plan-là, aider les jeunes que nous sommes à créer. Mais pour une relance efficace de cet art, il faut que les jeunes aujourd'hui s'y intéressent. Et sur la question, ce n'est pas gagné. Chaque jeune qui m'approche me parle de cinéma. Je veux faire du cinéma. Je veux faire du cinéma. Mais le cinéma prend ses racines dans le théâtre. Mais pourquoi on est si pressé? Pourquoi on veut devenir tout de suite star? Et pourquoi refuse-t-on de travailler? Vous allez aujourd'hui dans les pays ayant une véritable industrie culturelle, vous verrez qu'à la base du 7e art, il y a d'abord un certain type d'art, le théâtre. Et cependant de mise, pour susciter l'engouement, il faut rapprocher le théâtre de la masse. La tutelle a donc lancé, il y a 6 mois, le programme de relance du théâtre ivoirien. 10 compagnies ont sillonné plusieurs localités du pays. Un projet auquel adhère Diallo Tikwaï Vincent, un doyen des planches en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le théâtre revient parce que nous avons essayé d'adapter ce théâtre-là aux espaces existants. Et à partir de ce moment-là, les Ivoiriens ont commencé à revenir au théâtre et je suis un témoin privilégié. Organiser une tournée dans les régions, dans 10 régions. Et ces 10 régions ont reçu une dizaine de troupes pour une vingtaine de spectacles. Et j'avoue qu'il y a un public pour le théâtre. La saison théâtrale 2016 achevée au mois de décembre, l'idée était d'inculquer de nouvelles habitudes théâtrales aux populations. Cela passera en 2017 par le volet éducatif. Le ministre a commencé avec le ministère de l'Éducation nationale à mettre en place une politique qui permet aux enseignants que nous formons en théâtre d'aller enseigner le théâtre à l'école. Nous allons vers les déscolariser aussi. La relance du théâtre par approche méthodique reste la question des infrastructures. L'État envisage la création de salles polyvalentes et entend étendre sa vision. Pour 2017, c'est une opération qui va s'accentuer. Le ministre en a fait la promesse aux opérateurs du secteur. Un budget de 30 millions voire plus consacré à la question 2016. Les acteurs des planches ont les yeux rivés sur les nouvelles résolutions. Les spectateurs jadis passifs n'attendent que les spectacles pour se muer en public averti, prêt à débourser de l'argent pour voir une bonne pièce théâtrale.
Un début aujourd'hui en France du procès sur les biens mal acquis de Théodorine Obiang. Le fils du président de Guinée équatoriale est accusé de s'être illégalement bâti un patrimoine considérable en France. À noter que la justice française enquête également sur les propriétés en France de plusieurs autres dirigeants africains, notamment Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le défunt Omar Bongo du Gabon. L'État islamique revendique aujourd'hui l'attentat qui a fait 39 morts et environ 70 blessés dans une boîte de nuit à Istanbul lors de la Saint-Sylvestre dernière. À noter que l'enquête sur ces violences avance progressivement. 8 personnes ont été interpellées aujourd'hui et placées en garde à vue. Des violences à Manaus, dans le nord-ouest du Brésil. Une mutinerie dans une prison a fait au moins 60 morts la nuit dernière. Et selon les autorités carcérales, le bilan pourrait s'alourdir. Pour terminer, la guerre civile du Sri Lanka, État insulaire du sous-continent indien. Ce conflit a opposé l'armée sri-lankaise et les séparatistes tamouls de 1983 à 2009. 26 ans de guerre civile, plus de 70 000 morts et 140 000 personnes portées disparues. Comment les hostilités ont-elles commencé? Les détails avec Franck Quadio. 2 janvier 2009, l'armée sri-lankaise s'empare de Kilinochchi, la capitale des rebelles des Tigres tamouls. Le conflit a fait 11 144 morts en 2008. Qui sont les Tigres tamouls? Les Tigres tamouls du Sri Lanka forment l'un des mouvements de guérilla les plus redoutables et les mieux organisés au monde. Ils ont en 37 ans de conflit séparatiste toujours déjoué les pronostics annonçant leur anéantissement. Créés en 1972 par Velupillai Parbrakan, les nouveaux tigres tamouls qui prendront le nom de tigres de libération de l'élan tamoul en mai 1976 ont perpétré le plus d'attaques suicides au monde, bien devant les groupes islamistes. La guérilla, évaluée à 15 000 combattants, est tristement célèbre pour l'efficacité de ces commandos suicides. Les tigres noirs, dont un tiers sont des femmes, multiplient les attentats depuis 1987. Sinistre exemple, les Tigres sont responsables du meurtre du Premier ministre indien Rajiv Gandhi en mai 1991 pour lui faire payer son engagement aux côtés de Colombo en 1987 et du président sri-lankais Ramasinghe Premadasa en mai 1993. Pour ces forfaits, les Tigres tamouls sont inscrits depuis mai 2006 sur la liste des organisations terroristes les plus dangereuses au monde. C'est la seule organisation à avoir assassiné 2 chefs de gouvernement. En mars 2007, ils font sensation en menant leur premier bombardement aérien, des missions audacieuses qui se répètent depuis. Depuis 1972, les Tigres tamouls hindouistes se battent pour l'indépendance du nord et du nord-est du Sri Lanka, un pays peuplé à 75% de Sénégalais bouddhistes. Au moins 70 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, dont plusieurs milliers depuis le regain de violence de fin 2005, une période correspondant à l'élection du président nationaliste Maïda Rajapakse. Ce dernier avait comme promesse de campagne pris l'engagement d'écraser la rébellion en 2007. Il aura finalement raison de l'insurrection tamoule. Le chef suprême des Tigres, Velupillai Parbrakan, sera tué au cours d'un raid. Le 2 janvier 2009, Kilinochchi, la capitale rebelle, passe aux mains de l'armée régulière sri-lankaise. Bilan, 40 ans d'affrontements et plus de 70 000 morts. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi sur RTI2.